Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Meurtre en blouse blanche de P.D. James, interprété par Marc-Henri Boisse. Chapitre 1er. Un exercice de travaux pratiques. Le matin du premier meurtre, Miss Muriel Bill, déléguée à la formation des infirmières auprès de la direction des affaires sanitaires et sociales, s'éveilla un peu après 6 heures et se souvint, dans les brumes de son esprit engourdi, qu'on était le lundi 12 janvier, date de son inspection à l'hôpital John Carpenter. Son cerveau avait déjà à moitié enregistré les premiers bruits familiers. La sonnerie du réveil d'Angela, qui s'était tue presque avant qu'elle n'eût conscience de l'entendre. Angela elle-même, qui s'agitait en soufflant dans l'appartement comme un bon gros chien pâteau. L'agréable cliquetis de la vaisselle anticipant le plaisir de la première tasse de thé. Elle s'obligea à ouvrir les paupières, luttant contre le besoin insidieux de s'abandonner à la chaleur ouatée du lit et de se laisser à nouveau glisser dans une douce torpeur. Qu'est-ce qui lui avait pris de dire à la directrice Mary Taylor qu'elle arriverait vers 9 heures pour assister au premier cours des élèves de 3e année? C'était ridiculement, inutilement tôt. L'hôpital se trouvait à Etheringfield, à la limite du Sussex et du Hampshire, à quelques 70 kilomètres, et elle devait faire une bonne partie du chemin avant le lever du jour. En outre, il pleuvait comme il avait sinistrement plu toute la semaine. Elle entendait le léger crissement des pneus sur Cromwell Road et par moments une rafale de pluie battre les carreaux. Heureusement, elle avait pensé à consulter un plan de Etheringfield pour situer exactement l'hôpital. Ce genre de bourg en expansion pouvait devenir un vrai labyrinthe pour l'automobiliste perdu dans les embouteillages d'un lundi matin pluvieux. Elle avait l'intuition que la journée n'allait pas être facile, et s'étira sous les couvertures comme pour s'armer de courage. Remuant ses doigts engourdis, elle savoura presque l'élancement aigu de ses jointures douloureuses. Un peu d'arthrite. Ce n'était pas étonnant, après tout, elle avait 49 ans, il fallait commencer à prendre la vie un peu plus doucement. Mais comment diable avait-elle pu imaginer qu'elle arriverait à Etheringfield avant 9h30? La porte s'ouvrit, laissant pénétrer un ray de lumière du couloir. Miss Angela Burroughs tira les rideaux d'un geste sec, scruta le ciel sombre de janvier, la vitre dégoûtante de pluie, puis les referma. « Il pleut », annonça-t-elle avec la satisfaction morose des prophètes que l'on n'a pas écoutés. Miss Bill se souleva sur un coude, alluma la lampe de chevet et attendit. Quelques minutes plus tard, son ami revenait avec le plateau du thé. Il était couvert d'un frais napperon brodé. Les tasses fleuries se faisaient face, leurs anses bien parallèles, 4 biscuits, 2 de chaque sorte, étaient disposés symétriquement sur une assiette assortie et la théière exhalait l'arôme délicat d'un Darjeeling en train d'infuser. Les 2 femmes avaient un grand amour du confort et la passion de l'ordre et de la tenue. Les règles qu'elles avaient imposées dans les services des hôpitaux où elles avaient enseigné étaient devenues celles qui régissaient leur propre intérieur, de sorte que la vie dans l'appartement n'était pas très différente de celle qu'on aurait pu mener dans une clinique libérale et très chère. Miss Bill et Miss Burroughs habitaient ensemble depuis qu'elles avaient toutes deux obtenu leur diplôme de fin d'études, 25 ans plus tôt, dans la même école. Miss Angela Burroughs était monitrice principale dans un centre hospitalier universitaire londonien. Elle représentait un véritable parangon pour Miss Bill, qui, dans toutes ses inspections, se référait inconsciemment aux nombreuses prises de position pédagogiques de son amie. Miss Burroughs, de son côté, se demandait comment la direction des affaires sanitaires et sociales pourrait poursuivre ses activités lorsque Miss Bill prendrait sa retraite. Les mariages les plus heureux se fondent sur de telles illusions.
et la relation essentiellement innocente qui unissait les deux demoiselles n'échappait pas à cette règle. Excepté leur propension à s'admirer mutuellement, quoiqu'en silence, elles ne se ressemblaient pas du tout. Miss Burroughs était une femme robuste, ossue, à l'aspect redoutable, cachant une sensibilité très vulnérable sous un brutal bon sens. Miss Beale avait l'air d'un petit oiseau, précise dans ses paroles et dans ses gestes, avec quelque chose d'affecté et de démodé dans ses manières, qui lui faisait parfois frôler le ridicule. Leurs habitudes physiologiques étaient, elles aussi, différentes. La lourde Miss Burroughs se réveillait instantanément à la première sonnerie de son réveil, déployait une grande énergie jusqu'à l'heure du thé, puis s'enfonçait dans une léthargie progressive au fur et à mesure que la journée avançait. Miss Beale avait chaque matin beaucoup de mal à ouvrir ses paupières collées de sommeil, se mettait à ses premières tâches avec la plus grande difficulté, mais gagnait en entrain et en bonne humeur avec chaque heure qui passait. Elle s'était arrangée pour concilier ces incompatibilités. Miss Burroughs se faisait un plaisir de préparer le thé du matin et Miss Beale lavait la vaisselle après le dîner et s'occupait du chocolat du soir. Miss Burroughs remplit les 2 tasses de thé, mit 2 morceaux de sucre dans celle de son amie et alla s'installer dans le fauteuil près de la fenêtre avec la sienne. De par sa formation professionnelle, il lui était impossible de s'asseoir sur un lit. « Tu dois partir tôt aujourd'hui, » dit-elle. « Je vais te faire couler ton bain. À quelle heure commences-tu » Miss Beale marmotta faiblement qu'elle avait promis à la directrice d'arriver aussitôt que possible après 9 heures. Le thé était divinement bon et revigorant. Certes, elle avait eu tort de s'engager, mais elle commençait à penser qu'elle pourrait malgré tout y être pour 9h15. « C'est Mary Taylor, n'est-ce pas? Elle a une excellente réputation pour quelqu'un qui ne dirige au fond qu'une école de province. Bizarre qu'elle n'ait jamais voulu venir à Londres. Elle n'a même pas posé sa candidature quand Miss Monrose a pris sa retraite. » Miss Beale émit quelques marmonnements incompréhensibles que son amie, dans la mesure où elles avaient déjà abordé le sujet, interpréta correctement comme une protestation. Tout le monde n'avait pas envie de vivre à Londres et les gens avaient trop tendance à penser que la province ne donnait jamais rien de bien. « C'est vrai, » concéda Miss Burroughs, « et l'hôpital John Carpenter se trouve dans une région charmante. J'adore ces paysages en bordure du Hampshire. Quel dommage pour toi que ce ne soit pas l'été. Mais quand même, pour Mary Taylor, ce n'est pas la même chose que d'avoir la responsabilité de la formation dans un grand centre hospitalier. Cela lui aurait été facile avec ses capacités. Elle aurait même pu faire partie du Haut Conseil d'enseignement. » Durant leurs études, les 2 amies avaient durement souffert entre les mains d'une directrice d'école digne représentante du Haut Conseil d'enseignement, et pourtant elles ne cessaient de se lamenter sur la disparition de cette race terrifiante. « Au fait, je te conseille de ne pas partir à la dernière minute. Il y a des travaux juste avant l'embranchement de Guildford. » Miss Beale ne lui demanda pas comment elle le savait, car c'était le genre de choses que son amie savait toujours. Miss Burroughs poursuivit de sa voix forte. « J'ai vu Hilda Woolf, leur monitrice principale à la bibliothèque de Westminster cette semaine. Quelle femme extraordinaire! Intelligente, bien entendu, et qui a la réputation d'être une enseignante hors pair. Mais j'imagine qu'elle doit terrifier ses élèves. » Miss Burroughs était quelqu'un qui terrifiait ses propres élèves, pour ne pas parler de ses collègues, mais qui aurait été fort surprise de se l'entendre dire. « A-t-elle parlé de l'inspection » demanda Miss Beale. « Oh, juste en passant. Elle devait rendre un livre et était pressée, de sorte que nous avons à peine échangé quelques mots. Apparemment, il y a eu une épidémie de mauvaise grippe à l'école et la moitié de son équipe est en congé de maladie. » Miss Beale s'étonna qu'une monitrice principale trouvât le temps de venir à Londres rendre un livre de bibliothèque alors qu'elle avait tant de problèmes de personnel, mais elle garda le silence. Avant le petit déjeuner, elle réservait ordinairement toute son énergie à ses pensées et non à ses paroles. Son amie s'approcha du lit pour lui verser une seconde tasse de thé. « Eh bien, avec ce temps et une équipe de monitrices décimées, tu risques de passer une journée bien morne. » Comme les 2 amies ne cessèrent de le répéter dans les années qui suivirent,
avec cette prédilection pour le rabâchage qui est le délicieux privilège des intimités de longue date, elle n'aurait pu se tromper davantage. Pourtant, ce matin-là, Miss Beale n'escomptait rien de pire qu'une route pénible, une inspection fastidieuse et une possible prise de bec avec les membres du conseil de formation qui daigneraient assister à la séance. Elle jeta son peignoir sur ses épaules, enfila ses pantoufles et se dirigea vers la salle de bain en traînant les pieds. Elle avait fait les premiers pas qui la conduiraient à être le témoin d'un meurtre.